Ce porche est fragile, il peut tomber à tout moment. Les pires souvenirs du premier séisme sont ravivés. Cet homme qui monte dans l'hélicoptère s'appelle Shesh Gale. C'est l'une des plus grandes fortunes du Népal, l'un des pays les plus pauvres au monde. Il vit en Australie depuis plus de 20 ans, mais lorsque la terre a tremblé dans son pays natal, il est rentré immédiatement. Ici, c'est l'épicentre du tremblement de terre, le village le plus ravagé. Il y a eu 1400 maisons détruites. Il survole les zones les plus touchées par le séisme et y distribue de l'argent. Son argent, plus de 220 000 $, mais aussi celui des autres. Il a déjà levé 3 millions de dollars auprès de la riche diaspora népalaise. Soyez le bienvenu. Atterrissage dans la ville de Barpak, 69 morts et 95% des maisons détruites le jour du tremblement de terre. Le millionnaire est accueilli en sauveur. Ici, l'aide de l'État est largement insuffisante pour l'instant. Lui a débloqué des fonds pour construire 1000 maisons aux normes antisismiques. La ville en a bien besoin. Là, 7 ou 8 maisons se sont effondrées en même temps. Maintenant, c'est difficile de les distinguer. Ici, ça va encore, mais après, tout est rasé. Ça, par exemple, c'était une école primaire. Cette femme a tout perdu. On essaie de récupérer des objets, des ustensiles de cuisine par exemple. Mais tout est enfoui sous les pierres. En fait, c'est très difficile de retrouver quoi que ce soit. Envoyez des militaires, il faut l'aider. Pas de doute, c'est lui le patron. Quand il donne des ordres aux militaires, ils lui obéissent. Dans un pays ravagé par le clientélisme et la corruption, Shesh Gale joue la carte du mécène désintéressé, en posant devant les habitants avec son épouse. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi 2 minutes. Vous devez savoir que je n'utilise pas d'argent des donations pour venir vous voir. C'est avec mon propre argent que je loue cet hélicoptère. Je ne représente aucun parti politique, je suis totalement indépendant. Il ne veut surtout pas parler de possibles ambitions politiques, mais les habitants, eux, sont déjà prêts à voter pour lui. Ici, tout le monde est très excité. On espère qu'il fera beaucoup. C'est l'homme qui peut diriger notre pays, le mettre dans la bonne direction. C'est une icône pour nous. Des compliments qui ne gênent sans doute pas le millionnaire, qui ne rate pas une occasion de tacler, tout en finesse, le gouvernement. J'ai espoir de pouvoir rassembler 5 à 10 millions de dollars. Mais il faudrait au Népal des centaines de millions de dollars. Donc j'en appelle à la communauté internationale et à toute la diaspora népalaise. Donnez de l'argent. C'est moi qui suis aux commandes. Je vous promets que je suis quelqu'un de responsable. Sous-entendu, avec moi, l'argent ne sera pas détourné. L'argument de Shesh Gale, c'est sa réussite. C'est un self-made man. Né pauvre, il émigre en Australie en 1990 et fait fortune dans l'immobilier. Il devient même le patron de l'une des plus prestigieuses universités du pays. Depuis quelques années, il investit massivement au Népal. Son dernier projet en date, juste avant le séisme, la construction du plus grand hôtel de la capitale. Avec un demi-million de maisons détruites dans le pays, il est fort probable que les autorités fassent appel à lui. Ce matin, il est invité à la télévision nationale. Shesh Gale est devenu incontournable et il l'assume. Les dégâts sont si graves que le gouvernement tout seul ne peut pas s'en occuper. Il doit travailler avec nous. Il faut qu'il collabore avec tout le monde et qu'il nous aide. On ne manque pas d'argent. Ce n'est pas un problème de ressources, mais d'organisation. Sorti de studio, il se permet de donner des leçons de gestion de crise aux autorités. J'ai demandé au gouvernement de prendre des mesures rapides, de réagir chaque jour. Il ne faut pas mettre des mois à agir. La situation est trop préoccupante. Le jour même, Shesh Gale doit être reçu par le Premier ministre en personne.
Qu'allez-vous dire au Premier ministre? Je ne sais pas ce qu'il veut me demander. C'est lui qui m'a appelé. Apparemment, même dans le bureau du chef du gouvernement, où les portes nous sont fermées, c'est lui le patron. Cet immeuble va s'effondrer. 2 jours plus tard, le mardi 12 mai, la terre tremble à nouveau. Calmez-vous, calmez-vous! Écartez-vous, ne restez pas là. Ce porche est fragile, il peut tomber à tout moment. Les pires souvenirs du premier séisme sont ravivés. C'est la réplique la plus violente, sans mort. De nouveaux immeubles menacent de s'effondrer. Certains habitants, cette fois, décident de partir. Shesh Galeh avait prévu de retourner en Australie. Voyage reporté. Les amis, nous espérons qu'il n'y aura plus de tremblement de terre. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, mais il faut maintenant relancer nos opérations de secours. C'est ça la priorité. Dans le jardin de sa maison, des tentes, si jamais la terre tremble trop fort. Autour de lui et au téléphone, ses collaborateurs. Vous avez besoin de quoi? Des tentes et de la nourriture. Combien? Autant que vous pouvez et vite. Moi, j'ai besoin d'urgence de 1000 cartons de pâtes et de 1000 tentes. Quelques jours plus tard, un nouveau convoi payé par Shesh Galeh prend le départ vers les montagnes. Dans les camions, du riz, des tentes et des couvertures. Du calme, tout le monde se calme. Donnez-nous vos noms. Nous n'avions aucun endroit où dormir. Rien à manger. Maintenant, grâce à cette aide, ça va aller mieux. C'est un soulagement pour nous tous. Ce qui s'est passé ici est triste, bien sûr. Des milliers de gens sont morts, mais on ne peut pas les ramener à la vie. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est essayer de créer quelque chose de positif à partir de tout cela. Le séjour de Shesh Galeh risque de se prolonger encore longtemps. Mais son aide ne suffira probablement pas. Leur tatouage marque leur soumission aux Maras. Pour appartenir au gang, il faut avoir tué. Tous ces hommes sont guidés par la mort. Guatemala City, la capitale d'un pays écrasé par la violence où règne la loi du plus fort, la loi des gangs, les tristement célèbres Maras qui attirent dans leur filet toute la jeunesse du pays. À 10 ans à peine, les voilà déjà tueurs à gages, violeurs, trafiquants de drogue. Héctor Valdemar, lui, a décidé d'utiliser toute cette force négative, toute cette violence, d'une façon pour le moins étonnante. Héctor est un ancien champion de boxe et depuis 6 ans, il est l'entraîneur de la sélection nationale du Guatemala. Ce sont tous des professionnels. Voici nos meilleurs boxeurs. Juan Reyes, il est vice-champion des Caraïbes, tout comme Alvaro Vargas. Ils ont combattu ici et en Europe. Comment les rendre meilleurs? Comment les entraîner durement? L'idée est toute simple. Héctor les envoie se battre contre des assassins, contre des brutes sanguinaires, en prison. Demain, on va en prison. On va se battre contre les Maras. Il faut être fort. Vous allez tous venir. Et toi aussi. C'est Karen, c'est ça? Tu dois être préparé. Tu te sens comment? Très excitée. Vraiment? Ouais. Karen, 17 ans, la seule fille du groupe. Déjà plusieurs compétitions de boxe à son actif. Elle va donc soigner ses uppercuts contre les Maras dans la pire prison du pays. Tu vas te battre en prison? Oui. Pourquoi? Là-bas, je peux tout donner. Le gouvernement a évidemment donné son accord pour ouvrir les portes de la prison à Héctor et ses boxeurs. Vous allez affronter des mecs costauds dans la prison. Vous ne pouvez pas vous battre comme ça contre les Maras. Il faut être plus dur. Mais pour l'entraîneur, pas de question sociale. Il n'est pas éducateur. Héctor pense juste à ses poulains. Ce sont des personnes vicieuses. Ils sont forts, ils ont l'habitude de se battre. Ça m'aide. Et Karen va aussi les affronter. Ça va nous permettre de faire un bon entraînement.
Tu t'es bien entraînée? Tout va bien. Karen n'est pas une jeune fille comme les autres. Elle veut devenir championne de boxe parce qu'elle aime ça, mais aussi parce qu'elle en veut aux maras. Là-bas, je peux me battre avec des gens mauvais. Frapper ceux qui font si mal aux innocents. Des meurtriers. Le lendemain, dans une banlieue de la capitale, nous retrouvons Karen chez ses parents. Sa chambre ressemble à n'importe quelle chambre d'ado, avec un sac de frappe en plus. Elle a commencé la boxe à 12 ans et s'entraîne 2 fois par jour. Rien ne lui fait peur. Elle va se battre contre des hommes, contre les pires criminels du pays. Je suis très motivée, très impatiente. Ça n'est pas n'importe qui. Ils sont très forts. Et il faut les battre. Et eux, ils vont affronter des gens de l'extérieur. Ce n'est pas la même chose que de se battre entre eux. Ça leur plaît? Oui, ça les motive. C'est le grand jour, le jour du combat contre les maras. Ses parents n'ont pas l'air plus inquiets que ça. Fais attention à toi. Direction Granja, Canada, à 40 km de là. C'est le nom de la prison, l'une des plus dangereuses du pays. 1500 maras s'y entassent. 2 jours après notre tournage, le directeur sera même assassiné. Après le passage de la sécurité, elle y est enfin. Hector, son entraîneur, joue les protecteurs, mais rien n'effraie Karen. Elle peut aller se changer quelque part? Aux toilettes, je vais l'accompagner. Non, 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 il n'y a pas de problème. Je peux me changer ici. Elle se met donc en tenue devant les prisonniers. Leurs tatouages marquent leur soumission aux maras. Pour appartenir au gang, il faut avoir tué. Tous ces hommes sont guidés par la mort. Là, ce clown représente la joie. Parce que quand tu meurs, tu ressens de la joie. Tu as toujours un sourire aux lèvres. Et ça, c'est le visage du clown triste. C'est quand tu perds quelqu'un de spécial, quelqu'un que tu aimais. Ce sont eux que Karen et ses amis boxeurs vont affronter. Pour la jeune fille, c'est aussi une démonstration de féminisme. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et ça n'est pas un sport réservé aux garçons. Les filles peuvent le pratiquer aussi. Voilà ce que j'essaye de démontrer. C'est parti. D'abord, les combats entre garçons. Vas-y la fourmi, vas-y! Les boxeurs d'Hector sont plus techniques. Les maras, eux, plus durs au mal. Karen va maintenant entrer en piste pour 3 combats, sans protection, contrairement à son premier adversaire. Et hop, un petit baiser volé, le public apprécie. Dernier combat. Karen va combattre l'un des mecs les plus forts de la prison. Il s'appelle Marijuana. On va pouvoir montrer qu'elle sait se battre. Touchez-vous les gants. Ça va Karen, c'était dur? Un peu.
Elle s'est fait un peu secouer, mais la démonstration est là. Elle sait se battre. Ce jour-là, Karen et ses amis ont puni quelques marasses. Mais dehors, ce sont toujours eux qui font la loi. Les lettres de prisonniers qu'on a reçues cette semaine, ils nous demandent d'étudier leur cas. Il y en a dans ce carton aussi. Ici, chaque semaine, en groupe, les élèves bossent sur des cas concrets. Le 20 sur 20, c'est réussir à prouver l'innocence d'hommes et de femmes condamnés à tort. Inglewood, une petite ville à côté de Los Angeles. Une paroisse du coin organise une fête entre femmes du quartier dans un gymnase. L'invitée d'honneur, Mary Virginia Jones. Cette femme de 74 ans vient tout juste de sortir de prison. On est heureux que tu sois sorti de prison. On a prié pour ça, et c'est arrivé. Oui, il faut y croire. Il faut croire en Dieu. Et celle que l'on appelle ici Mère Marie a dû garder la foi un long moment. Elle a passé 32 ans derrière les barreaux, pour rien. Presque la moitié de sa vie. La justice l'a innocentée il y a 1 mois et demi. Une histoire incroyable qui a évidemment fait beaucoup de bruit aux US. Mère Mary Jones va vous raconter son histoire. Mais bon, vous l'avez peut-être déjà entendu à la télé. CNN, ABC en parlent tous les jours. Ça a fait le tour des chaînes d'infos. J'aurais dû mourir en prison. Mais Dieu a eu un autre plan pour moi. Et après plusieurs décennies de silence, pas question de lâcher le micro. Je peux vous chanter une petite chanson? It is no secret what God can do. It is no secret what my Lord can do. That's part of my Voici mon témoignage, mesdames. But God. Mary Virginia Jones a attendu 4 procès avant que la justice reconnaisse qu'elle n'avait plus rien à faire en prison. Condamnée pour complicité de meurtre en 1981, elle a toujours clamé son innocence. En mars dernier, elle plaide affaiblie une nouvelle fois sa cause. Je n'ai pas volontairement participé à ce crime. Devant la cour, pour la défendre, pas d'avocat, mais un professeur et une étudiante en droit. Ce sont elles qui ont réussi l'exploit de rouvrir le dossier. En quelques heures, le juge prend sa décision. Mary est libérée le jour même. Sur les marches du tribunal, son fils s'effondre en larmes. Ces premiers pas de femme libre sont suivis par les caméras de télévision. Je suis tellement heureuse et reconnaissante. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens en ce moment. Je suis tellement impatiente de célébrer la fête des mères. On en a tellement raté. Juste prendre soin d'elles. Nous retrouvons Laura et un des autres étudiants en droit qui ont fait libérer Mary. Ce dossier pour eux n'était au départ qu'un TP dans le cadre de leur cursus universitaire. Ils nous accompagnent dans le quartier où vivait Mary il y a plus de 30 ans. À l'époque, elle habite avec un ancien SDF qui va faire basculer sa vie. Un jour, il a kidnappé 2 hommes, des dealers, et a forcé Mary à les amener dans une allée à 2 pas de chez elle. Et c'est ici qu'il les a exécutés. Pour complicité de meurtre, Mary prend perpète. Mais 32 ans plus tard, ces juristes en herbe ont réussi à prouver qu'elle avait agi sous la contrainte. Elle a toujours maintenu qu'elle avait eu peur pour sa vie. On a donc fait appel à un psychologue qui nous a rendu un rapport basé sur tous ces témoignages. Cet expert est spécialisé dans le syndrome des femmes battues. Il a expliqué comment cela a affecté ses décisions et comment elle a réagi face à cette situation. C'est grâce à cela que la sentence a été modifiée. Dit comme ça paraît simple. Mais les étudiants de cette université ont travaillé près de 7 ans sur ce dossier. C'est dans cette permanence que tout a commencé. Celle-là, celle-là, encore celle-là. Toutes ces boîtes, c'est les dossiers de Mary. Et depuis leur victoire, la boîte aux lettres déborde d'appels au secours. Voilà les lettres de prisonniers qu'on a reçues cette semaine. Ils nous demandent d'étudier leur cas. Il y en a dans ce carton aussi. Ici, chaque semaine, en groupe, les élèves bossent sur des cas concrets.
Le 20 sur 20, c'est réussir à prouver l'innocence d'hommes et de femmes condamnés à tort. Est-ce que l'affaire de Marie est votre plus grand succès? On a beaucoup de succès. Vous voyez ce tableau? Ce sont tous nos succès de l'année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'innocents en prison aux États-Unis? J'ai envie de dire beaucoup trop, plus qu'il ne devrait y en avoir. Ou alors des gens qui restent en prison trop longtemps par rapport à ce qu'ils ont fait. Et selon elle, c'est souvent la même population, noire et pauvre. Pour les sortir de prison, ces étudiants ne demandent pas un centime. Ce jour-là, Marie et sa fille, qui ne se quittent plus depuis 1 mois et demi, viennent leur rendre une petite visite. Merci, merci beaucoup. Et on a un petit gâteau pour fêter ça. C'est pas magnifique? Si Marie savoure chaque instant de sa liberté retrouvée, reste tout de même un goût amer. Le sentiment qu'on lui a volé quasiment la moitié de sa vie. De plus, l'État n'a reconnu aucune faute. Résultat, aucune compensation. Je ne crois pas qu'on puisse estimer la valeur en argent de mes jeunes années. Ces années les plus importantes de ma vie, je les ai passées en prison. Je ne crois pas qu'on puisse compenser avec de l'argent. Mais bon, l'argent, ça aide. L'argent aide pour beaucoup de choses. Depuis sa libération, Marie vit dans cette maison avec sa fille et ses petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. La famille est enfin réunie après 32 ans de séparation. Alors, ma maman? C'est moi la chef, je suis toujours la chef. Le fils aîné de Marie n'a pas eu le droit de lui rendre visite en prison à cause d'une ligne dans son casier judiciaire. C'est un rêve qui devient réalité. Je ne pensais pas revoir ma mère en vie. Parfois, je me suis demandé si ça n'aurait pas été plus simple qu'elle soit morte. Parce que quand vos parents meurent, vous savez qu'ils ne reviendront jamais, alors qu'en prison, elle est toujours en vie, mais elle est tellement loin de vous. Elle est là, mais elle n'est pas là. C'est vraiment très dur. Aujourd'hui, Marie découvre un monde transformé qui a changé sans elle. Petite leçon de rattrapage avec son fils. Qu'est-ce que tu essayes de faire, maman? Je veux mettre la 7. Ça, c'est la 6. Utilise le plus pour changer de chaîne. Non, ce bouton ici, c'est bon, je peux le faire. Mais non, là, t'as pas changé de chaîne. Utilise-la comme je t'ai montré la dernière fois, maman. Ce bouton-là. Tout a changé. La télé n'était pas comme ça quand j'étais là. Le téléphone n'était pas comme ça non plus. Les voitures ne parlaient pas. Maintenant, les voitures vous parlent. Elles vous disent où aller, quand tourner. C'était pas du tout comme ça il y a 30 ans. Pas du tout. Marie profite des premiers jours du reste de sa vie, avec toujours une pensée pour ses co-détenus restés derrière les barreaux. Certains peut-être innocents comme elle. C'est le jour du grand combat. John l'Américain combattra Pye le dealer. Alexis le Français, lui, affrontera Noy le meurtrier. Ici, pas de vestiaire. Les combattants se retrouvent au milieu des prisonniers. Les préparations commencent. La tension monte d'un cran. Nous sommes dans la région de Sikyo, à 2 heures de la capitale Bangkok. Derrière la route nationale, de grands bâtiments blancs. C'est le pénitencier de Klong Pai, l'une des plus grandes prisons de la Thaïlande. Au-delà de ces hauts murs et de ces barbelés, vivent plus de 3300 hommes. La moitié condamnés à perpétuité, une centaine condamnés à mort. Ici, les détenus sont mis au pas dès leur entrée dans la prison et soumis à un règlement quasi militaire. Je vous préviens, si vous n'êtes pas bien habillé, vous serez puni devant la caméra. Mais à Klong Pai, il y a une catégorie de détenus un peu spéciale, des boxeurs. Voici les 4 champions de la prison. Leur palmarès ne se compte pas seulement en médailles. Il y a Tong, 23 ans, condamné à 16 ans de prison pour viol collectif. Oui, 32 ans, 10 ans pour tentative de meurtre. Noy, 28 ans, 11 ans et demi pour meurtre. Et enfin Pai, 30 ans, champion de Thaïlande, 3 ans et demi pour trafic de drogue. Pai a décroché plusieurs ceintures de champion national en Thaïlande. Tombé pour trafic de méthamphétamine il y a 2 ans, c'est en prison qu'il s'est remis sérieusement à l'entraînement. Ici, c'est notre salle de sport. Entrez. On s'entraîne tous les jours, sauf le dimanche.
Si les boxeurs s'entraînent si durement, c'est parce que dans 3 jours, la prison de Klong Pai organise un tournoi d'un genre nouveau. Des combats contre des boxeurs étrangers dans l'enceinte de la prison. Et en cas de victoire, pas de médaille, mais une remise de peine, voire la liberté. Le fait que je puisse revoir ma famille si je gagne, ça influence beaucoup mon combat. Je veux gagner à tout prix pour les voir. Noy, condamné pour meurtre, est l'un des plus motivés. Ces combats m'aident à rentrer chez moi plus tôt, car je reçois une réduction de peine grâce à l'aide du directeur. J'ai été condamné à 11 ans et demi de prison, mais grâce à mes victoires, je pense que dans 3 ans, je serai chez moi. L'artisan de ce projet, c'est lui, Chusak Wanupatam, le directeur du centre de réhabilitation de la prison. Le tournoi Prison Fight a été créé il y a 1 an. Il ne s'adresse en théorie qu'aux détenus ayant effectué déjà 1/3 de leur peine. La règle de base, validée par l'administration pénitentiaire thaïlandaise, c'est que chaque combat gagné t'enlève 5 jours de prison par mois. Ça équivaut à 2 mois de réduction de peine par an. Mais le combattant ne reçoit pas systématiquement cette remise de peine. Il doit aussi avoir été bien noté au niveau du comportement. Autrement dit, pour un détenu condamné à 10 ans de prison, chaque combat gagné lui enlève pratiquement 2 années d'incarcération. Mais pour Pai et Noy, les privilèges ne s'arrêtent pas là. Ils ont aussi une cellule fraîchement repeinte, juste pour eux, avec la télévision. Moi, avant d'être sélectionné pour ce tournoi, j'étais dans une prison où l'on dormait tous dans une seule pièce. On était 165. Et donc maintenant tu te sens seul? Ici, on dort juste à 4. Au bout de quelques minutes d'interview, nous devons quitter la cellule. Le directeur nous demande de laisser les champions se reposer. À Bangkok, au commissariat central, ce traitement de faveur n'est pas vraiment au goût des policiers. Pour le lieutenant-détective Sang Song, la pilule a du mal à passer. Pour moi, ce projet revient à dire, si vous boxez bien, vous pouvez commettre des crimes. Car maintenant, les délinquants savent qu'en rentrant en prison, ils pourront sortir plus vite s'ils sont de bons combattants. C'est la porte ouverte à plus de crimes. C'est incroyable qu'une chose comme ça existe en Thaïlande. Ça ressemble à un film hollywoodien. Un film hollywoodien avec un casting international. Dans un gymnase du centre-ville, les boxeurs étrangers qui vont combattre dans la prison s'entraînent devant les caméras du monde entier. Allemands, Iraniens, Canadiens ou Américains, comme John Noffer, 20 ans, qui vit ici depuis 6 mois. C'est la première fois qu'il participe à ce tournoi en prison. Parmi les favoris, il y a Alexis, un jeune Français de 20 ans. Combattant aguerri, il a déjà 42 points de suture sur la tête. Plus vite, plus vite! Alexis a participé au tournoi dès la première édition. C'est l'un des rares à avoir gagné un combat. Pour lui, il n'y a qu'en Thaïlande qu'un tel événement puisse exister. En France, les gens trouveraient ça violent. En prison, des combats, bon, je pense qu'ils trouveraient ça barbare. Directement, ça ferait polémique, je pense. Mais alors qu'en Thaïlande, c'est la culture. C'est culture thaï, ils aiment la boxe. C'est le sport le plus médiatisé. Alexis et tous les autres combattent ici pour la gloire. Les primes de match sont dérisoires. 200 € en cas de victoire, 150 en cas de défaite. Retour à la prison de Klong Pai. C'est le jour du grand combat. Chacun rencontre son adversaire. John l'Américain combattra Pai le dealer. Alexis le Français, lui, affrontera Noy le meurtrier. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans une prison. C'est cool d'être ici, mec. C'est un peu fou. Je commence à prendre conscience du truc, mais c'est bon, je suis prêt à me battre. Ici, pas de vestiaire. Les combattants se retrouvent au milieu des prisonniers. En plus de Pai et de ses amis, 4 autres détenus vont combattre cet après-midi. Ils ont été transférés dans la prison spécialement pour l'occasion. Les préparations commencent. La tension monte d'un cran.
La différence avec un combat normal, c'est que dehors, je m'en fichais un peu de gagner. Mais là, il n'y a pas moyen que je perde, j'ai pas le choix. En quelques heures, un ring est installé au milieu de la prison. Tous les pontes de l'administration pénitentiaire sont présents. Nous sommes très fiers d'utiliser le sport de combat comme thérapie pour changer le comportement des détenus et leur permettre de se réinsérer. Le premier coup de gong retentit. Et c'est Alexis le Français qui ouvre les hostilités. Le combat est serré. Mais c'est finalement le Thaïlandais qui l'emporte. C'est maintenant au tour de Pai de combattre. Le camp thaïlandais l'emporte de nouveau. Parmi les étrangers, seul l'Iranien remportera son combat. Pour les détenus, c'est un pas de plus vers la liberté. T'es bien fatigué là, non? Mais le grand gagnant, c'est Pai. Avec le jeu des remises de peine et cette ultime victoire, il efface sa dernière année de prison. Dans quelques semaines, il sera libre. Il me reste peu de temps avant de sortir, je suis ému. La drogue, c'est fini. Je me remets à la boxe à fond. D'ailleurs, j'ai déjà un nouveau combat prévu à la sortie. Depuis le début de Prison Fight, il y a un an, 2 détenus sont déjà sortis de prison grâce à leur victoire. C'est moi à la une du journal. Et ça, c'est le gros titre. Un été torride pour les délinquants sexuels. Sympa, non? Nous sommes à Bowling Green, dans l'Ohio, au commissariat local. Ici, comme partout, lorsqu'une personne est arrêtée par la police, voici ce qui se passe. On amène la personne ici, et là, vous voyez, il y a un appareil photo. Mettez-vous ici et regardez l'objectif. Monsieur David, regardez l'appareil photo au plafond, s'il vous plaît. Tournez-vous sur la gauche. Il est très fort. C'est pas votre première fois, n'est-ce pas? Des portraits au flash, de face, de profil. Aux États-Unis, on appelle ça des mugshots, littéralement des photos de tronche. Certaines personnes photographiées sont célèbres, Justin Bieber, Mel Gibson, Paris Hilton, mais la plupart sont inconnus. En tout, 30% des Américains, soit 95 millions de personnes, auraient été arrêtés et donc pris en photo par la police au moins une fois dans leur vie. Aux États-Unis, ces mugshots sont considérés comme une information publique. Tout le monde doit y avoir accès. Ces photos sont donc mises en ligne sur Internet par les commissariats, avec l'âge de la personne, sa couleur de peau et surtout la raison de son arrestation. Et si la personne arrêtée est finalement déclarée non coupable, son mugshot, lui, reste encore sur Internet. C'est comme ça que le système est fait. S'ils ont été arrêtés, c'est qu'il y avait une raison valable de les arrêter. Et donc leur mugshot est publié. C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Être innocent et avoir sur Internet une photo qui semble vous désigner comme coupable, c'est le lot de milliers d'Américains. Mais le problème ne s'arrête pas là. Depuis une dizaine d'années, des sites Internet téléchargent les millions de mugshots mis en ligne par les commissariats américains et ils font en sorte que ce soit la première chose qui apparaisse sur Google lorsqu'on tape le nom d'une personne arrêtée. Si vous voulez que votre mugshot n'apparaisse pas, il faut payer très cher. 400 $ pour un mugshot et jusqu'à 1800 $ pour 5 photos. La ville de Fort Worth, au Texas. Il y a 10 ans, Tim Donnelly s'est battu pour une histoire de cœur. Il a été arrêté, la police évidemment l'a pris en photo, et quelques années plus tard... Je cherchais un travail depuis 5 ou 6 mois, et personne ne me rappelait. Ça me paraissait étrange. Donc un jour, j'ai tapé mon nom sur Google pour savoir ce qui se passait. Et le premier résultat qui est sorti, c'était mon mugshot. Ce n'est pas illégal de poster des mugshots sur un site. Et dans certains États, ce n'est même pas illégal de racketter les gens pour les enlever. Mais Tim, lui, refuse de payer. Et il décide de dénoncer publiquement plusieurs sites de mugshots. Les propriétaires lui envoient des lettres d'insultes et pour se venger, il publie son mugshot partout sur Internet.
Ça, par exemple, c'est une page Facebook entièrement dédiée à mon mugshot. Elle a été créée par un propriétaire de site, après que je l'ai dénoncé. Depuis, les sites de mugshot font exprès de mettre ma photo en avant. Ça montre bien l'escroquerie. À Toledo, dans l'Ohio, nous avons rendez-vous avec Scott Ciolek, l'un des seuls avocats à avoir attaqué en justice des propriétaires de sites, pour extorsion et atteinte à la vie privée. C'est comme si ces sites mettaient le feu à votre maison et ensuite vous faisaient payer pour éteindre l'incendie. Scott a gagné. 2 sites internet ont cessé leur racket et un 3e a mis la clé sous la porte. Mais il en reste beaucoup d'autres et il n'y a pas que les sites qui posent problème. Bonjour. Est-ce que vous avez le journal des mugshots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ça, c'est la newsletter pour tous les mugshots qui sont pris dans la ville. Pour 2 $, le journal donne accès à toutes les arrestations enregistrées dans le comté. La plupart des clients de l'épicerie l'achètent chaque semaine. Vous le lisez, vous? Moi, je le lis tous les jours, parce que les gens qui me causent des problèmes dans le magasin sont souvent dedans. Grâce au journal, je connais leur nom et leur prénom et je peux les retrouver. Une fois de plus, peu importe qu'ils soient coupables ou non. Quand vous voyez ces photos, vous vous dites « ces types sont coupables ». Et ce sont les mêmes photos qui vont rester en ligne pour toujours. Celui-là, par exemple, avec son pansement sur le nez, on se dit « il est coupable ». Merci, à bientôt. Du jour au lendemain, tout le monde peut se retrouver en première page. Old West End, un quartier chic de Toledo. Voilà, c'était ici la scène de crime, devant cette maison. Il y a 5 ans, Philippe Kaplan fait la fête avec ses voisins sur ce bout de gazon. Un peu avant minuit, les policiers arrivent en force pour tapage nocturne. Un des flics avait une bombe lacrymogène à la main et il nous dit « si vous ne vous dispersez pas, je vais vous gazer ». Et il faisait de grands gestes comme ça. Et là, je me dis « c'est un cauchemar ». Et là, je regarde un flic dans les yeux et je lui dis « merci de ne pas m'avoir gazé ». Et il me dit « toi, viens ici que je te passe les menottes ». Et 2 jours plus tard, ça, c'est moi à la une du journal. Et ça, c'est le gros titre. Un été torride pour les délinquants sexuels. Sympa, non? Être accusé publiquement d'être un délinquant sexuel, pour Philippe, les conséquences sont immédiates. Cette histoire a vraiment nui à la relation que j'avais avec mes parents, même si aujourd'hui ça va mieux. Et puis même après que la justice m'a innocenté. Eh bien évidemment, ce journal n'a pas publié une photo de moi en première page pour dire « nous nous sommes trompés, Philippe Kaplan est innocent, c'est une bonne personne ». Nous avons essayé de savoir qui se cachait derrière cette publication, en faisant une demande d'interview sur Internet, puis par téléphone. Mais à chaque fois, répondeur. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Miami. C'est ici qu'est né le premier site de mugshot. Nous rencontrons Natasha Del Toro, journaliste pour la chaîne de télévision Fusion. Ces dossiers-là, c'est une partie seulement de mes recherches sur les sites de mugshot. Pendant 1 an et demi, elle a enquêté sur l'escroquerie des sites de mugshot. Les sites de mugshot réalisent des profits en humiliant publiquement les gens. Et les propriétaires de ces sites sont durs à trouver. Mark Epstein dit qu'il n'a plus rien à voir avec le site. Quant à Sahar Sarid, il ne voulait pas parler. Il y a quand même quelque chose d'ironique. Leur métier, c'est de montrer le visage des gens pour gagner de l'argent. Mais ils ne montrent jamais le leur. Ces gens ont aussi réussi à construire des structures très compliquées pour cacher leurs revenus. C'est très difficile d'en trouver la trace, parce qu'ils se cachent derrière des sociétés écrans, des compagnies offshore. Une escroquerie donc qui n'est pas prête de s'arrêter. Pour certains, la solution serait d'interdire au commissariat de mettre en ligne les mugshots. Je voulais qu'il réussisse et qu'il remporte Arab Idol. Mais maintenant, ce que je désire plus que tout, c'est juste le voir. Le chanteur a affirmé au quotidien anglais Le Guardian
qu'il avait été arrêté 20 fois par la police qui voulait l'empêcher de chanter. Et le vainqueur est... Il est palestinien, sort d'un camp de réfugiés de Gaza et l'été dernier, à 23 ans, il a remporté Arab Idol, l'équivalent de la nouvelle star, suivi par des dizaines de millions de personnes à travers tout le monde arabe. Permettez-moi de remercier le peuple palestinien, qui est le peuple qui résiste et le peuple pionnier. Des remerciements très politiques. Pendant tout le concours, il a alterné chansons d'amour et chansons très engagées. En finale, il a triomphé avec « Brandis ton kéfier ». Une chanson contre l'occupation israélienne. Symbole de la Palestine et de son leader historique, Yasser Arafat. Mohamed Assaf devient le héros national d'un État qui peine à exister et le Palestinien le plus célèbre du monde. Les Palestiniens n'avaient pas grand-chose à célébrer, maintenant, si. Ramallah dans les territoires occupés, la capitale de la Cisjordanie, aux portes de Jérusalem. 27 000 habitants, 27 000 fans de Mohamed Assaf. Quelques mois après sa victoire, l'Arab Idol est de retour ici pour donner un concert. Il habite aujourd'hui à Dubaï, contrat oblige. Où qu'il aille, sa popularité ne se dément pas. Et à l'hôtel où séjourne l'étoile de la chanson palestinienne, ses fans font la queue pour se prendre en photo avec leur idole. Beaucoup de filles, à qui il fait parfois un peu perdre la tête. Allez Nancy, prends vite la photo, sinon je sais pas ce qui va m'arriver. Mais Mohamed n'est pas qu'un chanteur pour midinette. Il n'échappe jamais à la politique. Avec ses visiteurs, la star qui a grandi dans un camp de réfugiés à Gaza évoque l'histoire du peuple palestinien. Dans les écoles des Nations Unies où on étudiait, nous les réfugiés, la première chose qu'on nous apprenait, c'est d'où on venait. De quel village précisément. Si Dieu le veut, j'espère que nous aurons bientôt un État palestinien. Ton surnom c'est Abou Manal, c'est ça? Écoutez ma nouvelle chanson. Le chanteur rend heureux les Palestiniens, c'est son job. Et pourtant, il a failli ne pas participer au concours Arab Idol qui avait lieu au Liban. Franchir les frontières de Gaza est pratiquement impossible pour ses habitants. Il est pourtant parvenu à se rendre à Beyrouth. C'est ce qu'il nous explique après avoir changé de tenue. J'ai sauté par-dessus le mur de l'hôtel où il y avait les sélections. Mais les agents de sécurité m'ont arrêté. Je leur ai raconté mon histoire, à quel point j'avais souffert pour arriver. Ça les a émus et ils m'ont laissé entrer, en me disant que de toute façon, tous les candidats étaient déjà sélectionnés. Mais un des participants m'a dit « Prends ma place ». Les mots qu'il a utilisés sonnent toujours dans ma tête, je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit « Tu vas arriver en finale ». Allez, on y va. On connaît la suite, un petit miracle pour un habitant de Gaza. La bande de Gaza, un petit bout de terrain de 41 km de long, coincé entre Israël et l'Égypte, où s'entassent près de 2 millions de Palestiniens. C'est ici que Mohamed a grandi, dans le camp de réfugiés de Khan Younes. Ici, on l'appelle la Roquette. Ça aurait dû plaire au Hamas qui contrôle le territoire. Mais les islamistes n'aiment pas que les portraits de leurs martyrs côtoient désormais les affiches de l'Arab Idol. Pour eux, ces chansons ne sont pas halal. La lambada résiste, mais c'est bien Mohamed Assaf le plus connu ici. Voici Mohamed Abou Jaber, un ami d'enfance de la star. Il est maintenant l'image de notre peuple. Les choses ont changé. Avant, c'était les martyrs, les victimes et la guerre qui étaient notre seule représentation. Il nous conduit à l'endroit le plus renommé de Gaza, la maison du chanteur. Le père de Mohamed nous reçoit dans son salon, transformé en chambre de groupie, en plus grand. Voici la mère du jeune prodige, très fière, mais inconsolable. Je voulais qu'il réussisse et qu'il remporte Arab Idol. Mais maintenant, ce que je désire plus que tout, c'est juste le voir.
La famille est proche du Fatah et de l'autorité palestinienne, les frères ennemis des islamistes du Hamas qui ont mené la vie dure à Mohamed Assaf. L'année dernière, le chanteur a affirmé au quotidien anglais Le Guardian qu'il avait été arrêté 20 fois par la police qui voulait l'empêcher de chanter. C'était contraire aux valeurs de l'islam, selon eux. Mais aujourd'hui, la star, tout comme sa famille, ne veut plus en parler. Quand il est rentré à Gaza après sa victoire, des dizaines de milliers de Gazaouis l'ont fêté. Le plus grand rassemblement depuis le retour d'Arafat ici, il y a 20 ans. Sauf que ce n'est pas un combattant qui est adulé, c'est un chanteur. De quoi rendre fou le Hamas. Mais aujourd'hui, devant l'immense popularité d'Assaf, les islamistes sont bien obligés d'adoucir leur discours. Je crois que tout ça a été un peu exagéré. Les gens ont vu l'émission comme un spectacle de danse avec des femmes nues. Et dans un endroit comme Gaza, la population est très conservatrice. Les gens pensent que ce n'est pas comme ça que la Palestine devrait être représentée. Il oublie juste de dire que ce sont eux, les islamistes du Hamas, qui ont vu et condamné Arab Idol de cette manière. Leurs grands rivaux l'ont bien compris, ils accueillent le héros à bras ouverts quelques jours après sa victoire. Le président palestinien Mahmoud Abbas le nomme ambassadeur de bonne volonté et lui donne un passeport diplomatique. Mohamed va pouvoir voyager partout. Incroyable cadeau pour un Gazaoui. Ramallah, 5 h du matin. Voici la Moukata, le siège du gouvernement palestinien. En ce jour de fête de l'Aïd, le diplomate est invité à venir prier à la mosquée avec le Premier ministre et tout le gratin palestinien. Une visite quelque peu politique, même si le chanteur s'en défend. Le Hamas a été dur avec vous. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas parler de ça. Il sourit, mais c'est la fin de l'interview. Assaf ne veut plus parler de la guerre fratricide entre le Fatah et le Hamas. Alors nous sommes allés voir un responsable du Fatah pour avoir quelques réponses. Mohamed Assaf est une bonne recrue pour le Fatah? Oui, bien évidemment, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Toute force politique ne peut que profiter d'un phénomène aussi fort que celui d'Assaf. J'appelle même à profiter de lui dans notre concurrence avec le Hamas, et aussi pour améliorer le contexte palestinien. En chantonnant, Mohamed part à Bethléem pour un concert privé. Aujourd'hui, il semble gêné par l'étiquette Fatah qui pourrait lui coller à la peau. Son ambition, plaire à tous, même au Hamas. Je le répète, Brandis ton kéfier, par exemple, c'est une chanson palestinienne et pas politique. Donne-moi une seule situation où je parle du Fatah ou du Hamas. Tu comprends? Un simple chanteur donc, mais qui est devenu la voix des Palestiniens hors des frontières contrôlées de Gaza et de Cisjordanie.